aujourd'hui, on va terminer le chapitre 12a sur les matrices. On avait déjà vu la définition de matrice d'une famille de vecteurs et de matrice d'une application linéaire. Et dans ce paragraphe, maintenant, on va voir la notion de noyau, image et rang d'une matrice. Donc, on a déjà vu la notion de noyau, image et rang pour une application linéaire. Et on avait déjà vu aussi la notion de rang d'une matrice dans le chapitre sur les systèmes linéaires. Dans ce chapitre, on avait dit, pour rappel donc, que le rang d'une matrice quelconque de taille NP, c'était le nombre de pivots de l'unique matrice échelonnée réduite équivalente à la matrice de départ. On avait aussi défini le rang, dans un chapitre précédent, le rang d'une famille de vecteurs. Le rang pour une famille de vecteurs, c'était la dimension du sous-espace vectoriel engendré par cette famille de vecteurs. Et on connaît aussi le rang d'une application linéaire, c'est la dimension de l'image. Donc ça fait trois notions de rang qui, a priori, n'ont rien à voir. Et pourtant, elles s'appellent pareil. Si elles s'appellent pareil, c'est qu'il y a un lien. Dans ce paragraphe, on va voir le lien entre les trois. En fait, on va voir que tout ça, c'est la même chose au travers de la définition de rang pour une matrice. Donc, pour définir noyau, image et rang d'une matrice, on va utiliser la définition de noyau, image et rang d'une application linéaire. Autrement dit, là, on va passer par les applications linéaires pour définir ces trois notions-là. Et après, on verra le lien avec la notion de rang qu'on a vu dans des chapitres antérieurs. Donc, pour une application linéaire, donc là, on part d'une matrice maintenant. On part d'une matrice grand A, par exemple, et il faudrait utiliser la notion de noyau, image et rang pour une application linéaire. Donc ça veut dire qu'à partir de A, il faut que je définisse une application linéaire qui serait assez naturelle par rapport à A. Cette application linéaire assez naturelle, c'est ce qu'on va appeler l'application linéaire canoniquement associée à une matrice. Donc ici, si je prends la matrice A, à 2 lignes, 3 colonnes, définie de cette façon-là, l'application linéaire la plus naturelle qui soit, que je peux définir à partir de cette matrice-là, en fait, c'est une application linéaire telle que ça, ce soit la matrice de cette application linéaire dans les bases canoniques de R3 et R2. Autrement dit, je vais définir F indice grand A, l'application linéaire canoniquement associée à ma matrice, telle que, ici, j'ai FA de E1, ou si je prends B égale E1, E2, E3, la base canonique de R3, et je vais prendre B' égale E'1, E'2, la base canonique de R2, donc E1 c'est le vecteur 1, 0, 0, E2 c'est 0, 1, 0, E3, 0, 0, 1, E'1 c'est le vecteur de R2, 1, 0, et E'2 c'est 0, 1. Donc ici, l'application linéaire la plus naturelle, on va dire, associée à grand A, c'est l'application linéaire grand F indice A, telle que FA de E1, ce soit ce vecteur-là, FA de E2, ce soit ce vecteur-là, et FA de E3, ce soit ce vecteur-là. Autrement dit, l'application, là c'est sur un exemple, bien sûr j'écrirai juste après la définition générale, l'application linéaire canoniquement associée à grand A est
Donc c'est une application FA qui va de l'ensemble de départ, c'est R3. Donc ça correspond au nombre de colonnes de A. Dans R2, le 2 il correspond au nombre de lignes de grand A, telles que FA de E1, ce soit un 4, FA de E2, ce soit 2, 5, et FA de E3, ce soit 3, 6. Je rappelle qu'une application linéaire, elle est entièrement déterminée par l'image d'une base, ici la base E1, E2, E3, de R3. Et en fait, ça revient à dire que autrement dit, on a donc la définition d'application linéaire canoniquement associée à A, c'est l'application FA telle que la matrice de FA dans les bases BB', qui sont les bases canoniques de R puissance le nombre de colonnes de A et base canonique de R puissance le nombre de lignes de A. Donc la matrice de FA dans les bases B et B', c'est grand A. On peut donner l'expression explicite de F indice grand A. Comme c'est une application linéaire, si je calcule FA de x, y, z, c'est FA de x fois E1 plus y fois E2 plus z fois E3. Donc, on a pour tout x, y, z appartenant à R3, FA de x, y, z, c'est x FA de E1 plus y FA de E2 plus z fois f grand A de E3. Je remplace par les valeurs qui sont là et ça me donne, je vais écrire directement le résultat, x plus 2y plus 3z, 4x plus 5y plus 6z. Et ça, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à la matrice grand A? Ça, on aurait pu l'écrire comment par rapport à la matrice grand A? En utilisant un produit matriciel. C'est le produit matriciel de A avec x, y, z. Si je fais ce produit matriciel, ça fait bien x plus 2y plus 3z. Et en dessous, 4x plus 5y plus 6z. Donc en fait, FA de x, y, z, c'est la matrice grand A fois x, y, z. Donc, l'application linéaire canoniquement associée à une matrice, on peut l'avoir de deux façons différentes. Il faut retenir que c'est l'application linéaire telle que la matrice de cette application dans les bases canoniques, ça nous donne la matrice A. Première façon de voir. Et deuxième façon de voir, c'est l'application linéaire qui a grand X associe grand A fois grand X tout simplement, où le point qui est ici, c'est un produit matriciel. Voilà, donc on va définir maintenant l'application linéaire canoniquement associée à une matrice dans le cas général. On va écrire ça dans le cas général. Donc, proposition, définition. Soit grand A, une matrice quelconque, à n lignes, p colonnes et coefficient dans K. Je vais appeler donc B indice P,
Donc dans mon exemple précédent, c'était B tout court, la base canonique de K puissance P. Et B indice N, ça correspondait à B', et donc c'était la base canonique de R2 dans mon exemple précédent, la base canonique de R puissance N. Alors donc il existe une unique application linéaire F indice grand A qui va de R puissance le nombre de colonnes de la matrice A, donc c'est-à-dire P, dans R puissance le nombre de lignes de la matrice A, c'est-à-dire N, tel que la matrice de FA dans les bases qui se trouvent là, BP, BN, ce soit grand A. Et on a pour tout grand X appartenant à l'espace de départ de FA, R puissance P, F indice A de X égale grand A fois X, où ici il s'agit du produit matriciel. Voilà, donc il faut retenir cette définition-là. On a dit matrice dans les bases canoniques et cette définition-là également. Et donc, cette application linéaire F indice grand A est ce qu'on appelle l'application linéaire canoniquement associée à grand A. Cette application linéaire F indice A est appelée l'application linéaire canoniquement associée à grand A. Voilà. Et à partir de là, maintenant, on peut définir noyau, image et rang d'une matrice. Alors, rang, on le verra dans le paragraphe suivant. Là, pour l'instant, on va juste se concentrer sur noyau et image d'une matrice. Le noyau et l'image d'une matrice grand A, en fait, ce sera le noyau et l'image de l'application linéaire canoniquement associée à grand A. Donc, petit b, noyau et image d'une matrice définition donc on fixe encore une matrice A n ligne P colonne coefficient donc A. On fixe F indice grand A appartenant à l'ensemble des applications linéaires de K puissance P dans K puissance
n. Donc l'application linéaire canoniquement associée à grand A. Donc, on appelle image de grand A notée comme pour les applications linéaires, im de grand A et noyau de grand A noté comme pour les applications linéaires ker de grand A respectivement l'image et le noyau de l'application linéaire canoniquement associée à A, F indice A. Deux points, donc par définition, l'image de A, c'est l'image de F de A et le noyau de grand A, par définition, c'est le noyau de F de A. Voilà. Alors, en pratique, on va voir, si je remplace f de a par sa définition, c'était l'application linéaire qui a x associe grand A fois x, et j'utilise la définition de l'image, on va voir ce que ça donne. Et si je fais pareil pour le noyau, on va voir ce que ça donne. Donc on va reprendre notre exemple, et après on réécrira une façon équivalente d'écrire l'image et le noyau de la matrice. Donc, si je reprends grand A, la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. On a donc le noyau de A. C'est le noyau de l'application linéaire associé à grand A. Donc, par définition, c'est l'ensemble des FA, c'était une application qui allait de R puissance P dans R puissance N, ici de K puissance P dans K puissance N, ici de R3 dans R2. C'est l'ensemble des éléments de l'espace de départ, donc les grands X appartenant à R3, tels que FA de grand X égale 0 indice l'espace d'arrivée égale le 0 indice R2, et FA de grand X, si je remplace, c'est grand A fois X. D'ailleurs ici, vous voyez, je l'écrirai dans la proposition suivante. Le noyau de A, en pratique, on écrira directement l'ensemble des X appartenant à R puissance le nombre de colonnes de la matrice, tel que A fois grand X égale 0. En pratique, c'est cette définition-là qu'on écrira directement pour calculer le noyau d'une matrice. Égale, et alors, si je le calcule, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme x, y, z de R3, tel que A fois x, on a dit, c'était x plus 2y plus 3z et 4x
plus 5y plus 6z égale 0. Alors, on est amené à résoudre le système, comme de toute façon, si vous savez calculer le noyau d'une application linéaire, c'est pas plus compliqué pour calculer le noyau d'une matrice, hein, c'est exactement pareil. Donc là, ici, on résout le système qui se trouve là. Donc la première ligne, je vais le résoudre dans un coin, puis j'écrirai directement le résultat. La première ligne, je la multiplie par moins 4. Moins 4x, moins 8y, moins 12z égale 0. Et j'additionne cette ligne-là avec la dernière ligne. Donc du coup, ça va me donner moins 3y, moins 6z égale à 0. Ça, c'est pour la dernière ligne. Et cette dernière ligne, je peux tout diviser par moins 3. Ça va me donner y plus 2z égale à 0. Donc, le système de départ, il est équivalent à x plus 2y plus 3z égale à 0. Ben, je vais peut-être l'écrire finalement, vu que je vais avoir besoin de plusieurs étapes. Donc, on résout le système x plus 2y plus 3z égale à 0, 4x plus 5y plus 6z égale à 0, équivalent donc à x plus 2y plus z égale à 0, y plus 2z égale à 0. Et maintenant, ici, ce que je peux faire, c'est le y, il est égal à moins 2z. Donc, je peux remplacer ici, ou cette ligne-là, sinon la multiplier par moins 2. Ça fait moins 2y moins 4z égale à 0. Et cette ligne-là, j'additionne avec la première, de façon à me débarrasser en fait du y ici et d'exprimer à la fois le x et le y en fonction du paramètre z. Donc cette ligne-là, j'additionne ça, ça fait x moins z égale à 0. Donc x égale z et y égale moins 2z. Voilà. Donc, le noyau de A est égal à, donc on a dit x, y, z, donc x je remplace, c'est l'ensemble des éléments de la forme z moins 2z et z, où z appartient à R. Et donc, c'est le sous-espace, si je factorise ici par z, c'est le sous-espace vectoriel engendré par 1, moins 2, 1. Voilà pour le noyau de A. Et maintenant, pour l'image de A. L'image de A, donc par définition, c'était l'image de l'application linéaire canoniquement associée à A. Qu'elle est donc de R3 dans R2. Donc c'est l'ensemble des éléments de la forme FA de x pour x appartenant à l'espace de départ, ici pour x appartenant à R3. Et FA de x, je le remplace, c'est grand A fois x. Et là, pareil, comme pour le noyau, pour l'image, en fait, la définition que je vais utiliser en pratique, ce sera celle-là. L'image de grand A, c'est l'ensemble des éléments de la forme grand A de x, où x est un élément de R puissance le nombre de colonnes de A. Donc, c'est l'ensemble des éléments de la forme A de x où x appartenant, oui, grand X appartient à R. Donc, je remplace. Ça fait l'ensemble des éléments de la forme x plus 2y plus 3z et 4x
plus 5y plus 6z, où x, y et z sont dans R. Et là, ce que je vais faire, ce vecteur-là, ici, je vais l'écrire comme x fois 1, 4, plus y fois 2, 5, plus z fois 3, 6. Je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce que j'avais écrit avant. Ça, je l'avais obtenu justement grâce à ça. L'expression de grande FA de x, on l'avait obtenu comme ça. Et ici, en fait, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires, du coup, des vecteurs 1, 4, 2, 5 et 3, 6, qui correspondent aux vecteurs colonnes de la matrice A. Donc, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs 1, 4, 2, 5 et 3, 6, qui sont ici, ça c'est les vecteurs colonnes de la matrice grand A. Et ça, ce sera toujours le cas en fait. L'image d'une matrice quelconque, ce sera toujours, je vais toujours pouvoir, comme là, factoriser par petit x et dire qu'en fait, l'image de grand A, ce sera le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes de la matrice. Donc là, je l'ai vu sur l'exemple. Maintenant, on va l'écrire comme une proposition. On va écrire dans la proposition en pratique comment est-ce que je fais pour calculer l'image. Je l'écris soit comme ça, soit comme ça. Et pour calculer le noyau, c'est l'ensemble des x appartenant à R puissance P, tel que AX égale 0, indice R puissance N. Voilà. Au passage, ici, donc la famille des vecteurs colonnes de A forment une famille génératrice de l'image. Est-ce qu'il s'agit d'une famille libre? C'est pas possible parce que c'est 3 vecteurs de R2. Donc comme on est dans R2, toute famille de plus de vecteurs que la dimension de l'espace est forcément une famille liée. Donc ici, je n'ai pas besoin de faire le calcul, je sais que de toute façon, cette famille-là, ça risque pas d'être une base de l'image, ce sera seulement une famille génératrice. Après, pour trouver une base de l'image, on va le voir juste après, il suffit de connaître la dimension de l'image et d'extraire une base de la famille qui se trouve là. On va voir dans la suite justement comment est-ce qu'on peut faire finalement sans faire de calcul. Mais déjà, proposition, je vais déjà écrire en pratique ce qu'on va utiliser pour calculer l'image et le noyau d'une matrice. Donc proposition très importante parce que c'est ce qu'on utilise en pratique pour calculer image et noyau d'une matrice. Donc soit A, une matrice de taille NP à coefficient dans K, et je vais donner un nom aux vecteurs colonnes de la matrice grand A. Je vais les appeler C1 jusqu'à C indice. Alors il y a P colonne, donc C1 jusqu'à CP. C1, C2, etc. CP, les vecteurs colonnes de grand A. Deux points, donc ça veut dire que A, en fait, c'est la matrice. Ça, c'est C1. C2, ici, jusqu'à CP. Et au passage, ici, là, donc on a dit une matrice de taille P colonne et N ligne. Alors, on a... Donc on a dit en pratique, le noyau de A, c'est l'ensemble des vecteurs de K puissance P
tel que A fois X égale 0, indice K puissance n. Si vous avez un doute, de toute façon, grand A, pour multiplier grand A fois X, ici, il faut que le X qui est là, ben, il ait autant de lignes que A n'a de colonne. Donc il faut forcément qu'il soit dans K puissance P. Voilà. Si vous avez un doute, vous regardez quand est-ce que ça c'est bien défini. Et A fois X, ben, il faut que ce soit la matrice que je vais mettre ici. Et donc elle aura n lignes. Et l'image de A, par définition, donc c'est l'ensemble des éléments de la forme A fois X, pour X appartenant à K puissance P. C'est donc une façon de voir. Et la deuxième façon de voir aussi, c'est le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes de la matrice A. Voilà, donc ça, vous l'encadrez en rouge et c'est en pratique ce qu'on utilise, les définitions qu'on utilise pour calculer le noyau et l'image d'une matrice. Et maintenant, quel lien on a entre noyau et image, ou plutôt leur dimension justement, pour une application linéaire? On a un lien entre la dimension de l'image et la dimension du noyau pour une application linéaire. C'est ce qui s'appelle le théorème du rang. Autrement dit, le théorème du rang, si je l'applique à l'application linéaire f indice grand A, l'application linéaire canoniquement associée à A, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va nous donner que la dimension de l'image, c'est-à-dire le rang de f de A, plus la dimension du noyau de f de A, c'est égal à la dimension de l'espace de départ de f de A. Et f de A, on a dit, c'est une application qui va de K puissance P vers K puissance N. Donc, dimension de K puissance P, en fait, c'est P. Et ça correspond au nombre de colonnes de la matrice grand A. Et ça, si je remplace la dimension du noyau de grand A plus la dimension de l'image de grand A, c'est égal au nombre de colonnes de la matrice. Autrement dit, si je connais la dimension de l'image, de la dimension du noyau, j'en peux en déduire la dimension de l'image de la matrice. Et c'est ce que je vais utiliser dans mon exemple précédent pour trouver une base de l'image de la matrice. Donc, théorème du rang, ça s'appelle, voilà, théorème du rang pour une matrice. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore défini ce qui est le rang d'une matrice, hein, mais vous vous doutez que ce sera la dimension de l'image, ce qui justifie que ça s'appelle théorème du rang, donc ici, pour une matrice. Donc pour l'instant, je ne vais pas utiliser rang de A parce que je ne l'ai pas encore défini, mais en pratique, on l'écrira plutôt avec rang de grand A. Alors, on a la dimension de l'image de A plus la dimension du noyau de A est égale à, on a dit P ici, ça c'est nombre de colonnes. De grand A, et ça, dans la suite, on le notera rang de A dans le paragraphe suivant. Et preuve de ça, je l'ai faite tout à l'heure, c'est on applique le théorème du rang à l'application linéaire canoniquement associée à grand A. On applique le théorème du rang
AF, indice grand A. Et donc, conséquence, application, du coup, déterminer une base de l'image de A pour grand A, donc c'est le même exemple que tout à l'heure, égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a déjà vu que le noyau de A, c'était le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 1, moins 2, 1. Et que l'image de A, c'était le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes de A, donc par 1, 4, 2, 5 et 3, 6. Maintenant, est-ce que les familles qui sont là sont libres? Alors on a dit, celle-ci, il y a un seul vecteur non nul, donc c'est une famille libre. Donc, une base du noyau. Donc en particulier, la dimension du noyau, c'est 1. D'après le théorème du rang, on a la dimension de l'image plus la dimension du noyau. Alors la dimension du noyau, on a dit ici, c'est 1, égale le nombre de colonnes de la matrice. Le nombre de colonnes de la matrice, c'est 3. Entre parenthèses, ici, c'est nombre de colonnes de grand A. Donc la dimension de l'image, c'est 2. Donc la dimension de l'image de A, c'est 2. Voilà. Je sais que la famille 1, 4, 2, 5, 3, 6 est une famille génératrice de l'image. Donc là, je me place dans l'espace vectoriel qui correspond à l'image. Je connais une famille génératrice de cet ensemble, et je sais que cet ensemble, il est de dimension 2. Donc, je peux en extraire, de toute famille génératrice, je peux en extraire une famille qui soit à la fois libre et génératrice, qui constitue une base de mon ensemble. Donc, de cette famille-là, je peux extraire une base qui soit une base de l'image. Vu que l'image est de dimension 2, une base, elle a forcément 2 éléments. Donc, de ces 3 vecteurs, je dois en extraire 2 qui forment une base de l'image. Et les 2 vecteurs que je dois prendre, il faut juste que ce soit 2 vecteurs qui constituent une famille libre. Parce que si à partir de là, je prends 2 vecteurs qui constituent une famille libre de 2 vecteurs dans un espace de dimension 2, caractérisation des bases en dimension finie, c'est forcément une base de l'ensemble. Donc j'ai le choix, je peux prendre ce vecteur-là et celui-là, ou bien ce vecteur-là et celui-là, ou celui-là et celui-là. De toute façon, là, les 3, ils sont tous 2 à 2 non collinaires, donc si j'en extrais 2,
les deux que je vais prendre, ils seront non collinaires, donc ils formeront une famille libre. Dans un espace de dimension 2, ils formeront forcément une base de mon espace. Voilà. Donc, pour conclure, la famille... donc là, au hasard, je prends les deux premiers, hein, mais ça aurait pu être autre chose. La famille 1, 4, 2, 5 est une famille libre. Alors, si j'avais eu plus que deux vecteurs, hein, si j'en avais eu 3, si on avait été par exemple dans un espace de dimension 3, voilà, une matrice à 3 lignes, et voilà, si j'avais eu plus de vecteurs, il aurait fallu vérifier le caractère libre en faisant comme d'habitude, somme des lambda i xi égale à 0 et en déduire que alors tous les lambda i sont nuls. Donc ça, c'est à vérifier, mais comme j'ai que deux vecteurs, là dans ce cas-là, il suffit de vérifier qu'ils ne sont pas collinaires. Est une famille libre de deux vecteurs de l'image or la dimension de l'image c'est 2, donc le cardinal de la famille est égal à la dimension de l'espace, donc d'après la caractérisation des bases en dimension finie, il s'agit d'une base de l'image. Voilà, donc j'ai trouvé une base de l'image. Et en pratique, c'est ce qu'on fera en fait. C'est plus facile de calculer le noyau. On calculera le noyau, la dimension du noyau, voilà, on l'a directement. On a juste un système en gros à résoudre. Une fois qu'on a le noyau, l'image, on sait qu'elle est engendrée par les vecteurs colonnes de la matrice. J'utilise le théorème du rang pour connaître la dimension de l'image. Et du coup, il suffit d'extraire une base, une famille libre de la famille qui constitue les vecteurs colonnes de la matrice. Voilà. Donc, bilan. En pratique, pour déterminer une base du noyau et de l'image de A, donc petit 1 on calcule le noyau de A, petit 2 on trouve une base. Alors, il y a d'autres façons de faire, hein, mais cette façon-là, par exemple, en tout cas sur l'exemple précédent, c'était la plus rapide. Donc, on trouve une base du noyau. Donc, on en déduit la dimension du noyau. À l'aide du théorème du rang, on calcule la dimension d'image. Et une fois
qu'on connaît la dimension de l'image, on utilise le fait que l'image est engendrée par les vecteurs colonnes de la matrice A, et on extrait une famille. Attention, il faut que la famille qu'on extrait, ce soit une famille libre, hein. Qui contient le bon nombre de vecteurs, qui contient autant de vecteurs. Dont le nombre de vecteurs est égal, dont le cardinal est égal à la dimension de l'image que j'ai calculée juste avant. Voilà, et c'est cette méthode-là que je vous demanderai de refaire, appliquer à un exercice qui sera donné à la fin de la vidéo. Voilà, donc ça, pour l'instant, ça termine le petit 1, noyau image d'une matrice. Petit 2, rang d'une matrice. On va voir les liens entre toutes les notions de rang qu'on a vues jusqu'à présent. Donc, on a vu la notion de rang pour une application linéaire comme étant la dimension de l'image. Donc, ici, le rang d'une matrice grand A, donc je reprends les notations du paragraphe précédent, hein, A une matrice à n lignes, P colonne, coefficient dans K, C1, CP, les vecteurs colonnes de A, et F indice grand A, l'application linéaire canoniquement associée à A. Alors, le rang de A, par définition, ça va être le rang de l'application linéaire canoniquement associée à A. C'est le rang de f de A. Et ça, donc par définition, c'était la dimension de l'image de f de A. Donc c'est aussi la dimension de l'image de f de A, et l'image de f de A, c'est l'image de A. Donc c'est aussi la dimension de l'image de A. Voilà, donc le rang, c'est d'une part, c'est la dimension de l'image. Et on a vu que l'image de A, c'était le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes de A, C1 jusqu'à CP. Et donc, ici, c'est aussi la dimension du sous-espace vectoriel engendré par C1, CP. Et ça, ben déjà, on a le premier lien avec la notion de rang pour une famille de vecteurs. Comment est-ce qu'on avait défini le rang d'une famille de vecteurs? Rang de C1CP, c'est justement la dimension du sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes. Donc ça justifie tout à fait la notion de rang d'une famille de vecteurs. D'ailleurs, cette ligne-là, en fait, on peut l'effacer et écrire directement le rang de la famille C1CP, des vecteurs colonnes de A. Donc ça, vous l'encadrez. Selon le contexte, on utilisera en pratique soit la définition de dimension de l'image, en pratique c'est ce qu'on utilisera le plus, ou aussi rang de la famille de vecteurs C1, enfin des vecteurs colonnes de A. Maintenant, il nous reste à voir le lien entre cette notion de rang qu'on vient de voir et la notion de rang qu'on a vue au moment du chapitre sur les systèmes linéaires. Dans ce chapitre, pour rappel, on avait vu que le rang d'une matrice quelconque, c'était le nombre de pivots ou nombre de lignes non nulles de l'unique matrice échelonnée réduite équivalente à grand A.
Autrement dit, il va falloir faire le lien entre le rang de A dans ce sens-là et le rang d'une matrice échelonnée réduite. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Avant ça, juste avant ça, on va voir un lien entre rang et matrice inversible. Donc, petit b, rang et matrice inversible. Alors, proposition. Qui va être donc caractérisation des matrices carrées inversibles. Dans ce paragraphe, je considère une matrice à carré avec autant de lignes que de colonnes, donc ici P égale à N. Soit A, donc, une matrice carrée de taille N fois N. Alors, les assertions suivantes sont équivalentes. À quelles conditions A est une matrice inversible? A est une matrice inversible ça revient à dire que si je fais le lien avec l'endomorphisme canoniquement associé à A, A est une matrice inversible si et seulement si les vecteurs colonnes de A, C1 jusqu'à Cn, forment une base de l'ensemble K puissance n. Et dire que ces vecteurs colonnes-là forment une base de l'ensemble Ck puissance n, c'est dire que la famille f de A jusqu'à f de EN, fa de En forme une base de l'ensemble K puissance n, c'est dire que ici c'est un endomorphisme parce qu'il va de K puissance n dans K puissance n, l'endomorphisme canoniquement associé à A est une application linéaire bijective. Donc ça revient en fait à dire que f de A est bijective. Donc là, en vert, à côté, on va dire, je vais faire la preuve de la suite que je vais écrire ici. Ça, c'est FA, qui va donc de K puissance n dans K puissance n, qui est l'application linéaire canoniquement associée à A, et bijectif. Une application de K puissance n dans K puissance n. Ici, l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée et il est de dimension finie. Donc, lorsque, si j'ai grand E et grand F, dimension de E égale dimension de F, notre application linéaire, elle est bijective si et seulement si elle est injective. Si et seulement si elle est surjective. Dire que cette application-là est
injective. Donc ça, là, seulement ceux qui sont là, c'est la caractérisation des isomorphismes en dimension finie. Dire que cette application-là est injective, ça revient à dire que son noyau est réduit à 0. Mais le noyau de FA, c'est quoi? C'est le noyau de A. Et donc, voilà. Dire que l'application linéaire FA est surjective, ça revient à dire que son image est égale à l'espace tout entier, est égale à k puissance n. Et je vais rajouter ici une dernière condition. L'image de A, c'est un sous-espace vectoriel de k puissance n. À quelles conditions un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel est égal à l'espace vectoriel entier? À condition qu'ils aient la même dimension. Autrement dit, à condition que la dimension de l'image, c'est-à-dire le rang de A, soit égale à la dimension de k puissance n, c'est-à-dire n. Donc ici, caractérisation des matrices carrées inversibles. Une matrice A est inversible. Ça, je rappelle, GLN de K, c'est l'ensemble des matrices, c'est le groupe linéaire d'ordre n sur K, c'est l'ensemble des matrices carrées inversibles. Et ça, c'est équivalent au fait que le noyau est réduit à 0 et au fait que l'image est égale à l'espace k puissance n tout entier. Et c'est aussi équivalent au fait que le rang de A est égal à n. Les équivalences entre 1 et 4, on les avait déjà vues lorsqu'on avait défini le rang au moment du chapitre sur les systèmes linéaires. Donc ça, en fait, avec la notion du rang vue précédemment, c'est pas une surprise, c'était déjà quelque chose, un lien qu'on avait déjà précédemment. Voilà. Donc ça, c'était la preuve du fait que toutes ces assertions sont équivalentes. Et donc maintenant, petit c, rang de matrice équivalente. Donc, dans ce paragraphe-là, on va voir le lien entre, justement, la définition de rang vue dans le chapitre sur les systèmes linéaires. Donc ici, je repasse à une matrice de taille n fois p, qui n'a pas forcément le même nombre de lignes et de colonnes. Et on a déjà vu que si j'ai une application linéaire, f de a, et que cette application linéaire, donc elle a un certain rang, si je la compose à droite ou à gauche par une application linéaire qui est bijective, on a déjà vu que alors le rang de la composée est égal au rang de l'application de départ. Si je compose à gauche ou, c'est pareil, si je compose à droite ou si je compose à gauche. Si cette application-là est bijective, ça ne change pas, à partir du moment où je compose par une application bijective, ça ne change pas le rang.
Et ici, ça va revenir à faire quoi? Si ici, j'ai une application P, on va dire, pardon, une matrice P, et FP, l'application linéaire canoniquement associée à P. Si j'ai FP et que P est une matrice inversible, cette application linéaire-là est bijective. Et à ce moment-là, le rang de FA rond FP, c'est le rang de F de A. Et ça, en fait, l'application linéaire canoniquement associée à A composée avec l'application linéaire canoniquement associée à P, ça nous donne quoi? Ça nous donne la fonction qui a x associe donc Px, ça c'est l'application FP. Et maintenant, si je compose avec A, ça fait A de P fois X. Et donc, en fait, si je mets les parenthèses différemment, ça, c'est l'application linéaire canoniquement associée à la matrice A fois P. Autrement dit, le rang de la matrice A fois P à condition que P soit à condition que FP soit bijective, donc c'est-à-dire à condition que P soit inversible. Si P est inversible, le rang de AP c'est égal au rang de A. Et pareil ici, si je prends une autre matrice, on va dire Q, telle que j'ai le droit de faire la composition entre Q et A, si Q est inversible, le rang de Q fois A, ce sera aussi le rang de A. Donc, dans ce paragraphe, on va voir que si je prends une matrice quelconque, que je la multiplie à droite ou à gauche par une matrice inversible, alors le rang du produit est égal au rang de la matrice de départ. Voilà. Alors pour avoir le droit de faire ça, A c'est une matrice à, donc on a dit n lignes et P colonnes. Donc si j'ai une matrice à n lignes et P colonnes, si je cherche à la multiplier à droite par une matrice P inversible, il faut que ma matrice grand P, elle ait P lignes et P colonnes. Donc on va prendre grand P, donc là c'est un grand P appartenant à G, L, P de K. Et si la matrice grand A, je veux la composer de ce côté-là, donc à gauche cette fois-ci, la multiplier pardon, à gauche par une matrice inversible, il faut que ma matrice inversible de gauche, elle ait n lignes et n colonnes. Donc grand P appartenant à GLP de K, une matrice inversible, et Q, une matrice inversible à n lignes P colonnes. Alors, on a donc le rang de A fois P égale rang de A et le rang de Q fois A égale rang de la matrice A. Autrement dit, le rang est invariant par multiplication matricielle à droite ou à gauche par une matrice inversible. Donc, voilà, on peut faire une phrase pour l'expliquer. Autrement dit, le rang est invariant par multiplication
alors le rang d'une matrice, en fait, est invariant si je multiplie cette matrice à droite ou à gauche par une matrice inversible. Voilà, et donc la preuve, hein, c'est celle que j'ai faite tout à l'heure, qui est que en fait le rang de A fois P, c'est par définition le rang de l'application linéaire canoniquement associée à la matrice AP, mais cette application linéaire, c'est l'application qui a X associe AP fois X, et en fait c'est le rang de la composée de ces deux applications linéaires là, et si P est inversible, alors FP est bijective. Et donc ça c'est le rang de F de A, c'est-à-dire le rang de A. Et pareil pour l'autre. Voilà, donc ça c'est rang de matrice équivalente. À partir de ça, maintenant que je sais que si je prends une matrice quelconque, si je la compose à droite ou à gauche par une matrice inversible, ça ne change pas le rang. Du coup, le rang de la matrice A de départ, si je pense à la notion de rang qu'on avait vue au moment des systèmes linéaires, la matrice, comment est-ce que je calculais le rang de A dans le chapitre sur les systèmes linéaires? J'utilisais l'algorithme de Gauss-Jordan pour passer de la matrice grand A à une matrice qu'on peut appeler grand R par exemple, qui serait échelonnée réduite et équivalente par ligne à la matrice A de départ. Et comment je passe de A à grand R? Par une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes de A, en utilisant en fait l'algorithme du pivot de Gauss-Jordan. Et passer d'une matrice à une autre par une opération élémentaire, ça revient à multiplier la matrice par une matrice inversible. Donc la matrice A et la matrice R, elles vont avoir toutes les deux le même rang avec ce sens-là. Donc maintenant, pour montrer que la notion de rang vue dans le chapitre sur les systèmes linéaires et la notion de rang que je viens de voir là, c'est la même chose, il suffit de le vérifier pour des matrices échelonnées réduites. Et alors, est-ce que c'est vrai pour une matrice échelonnée réduite? Est-ce que le rang, est-ce que la dimension de l'image pour une matrice échelonnée réduite, c'est bien le nombre de pivots de cette matrice? Oui, on va le voir dans la suite. Alors, on va écrire corollaire, ce que je viens de dire déjà un petit peu à l'oral, à savoir que si je prends deux matrices équivalentes par ligne ou par colonne, pour passer l'une à l'autre, en fait, on multiplie par une matrice de transformation élémentaire, donc on multiplie par une matrice inversible, donc à ce moment-là, elles ont même rang. Corollaire de matrices équivalentes par ligne ou par colonne d'ailleurs, vu que l'équivalence par ligne, ça revient à multiplier à gauche par une matrice de transformation élémentaire, et l'équivalence par colonne, ça revient à multiplier à droite par une matrice de transformation élémentaire. Donc deux matrices équivalentes par ligne ou par colonne ont même rang et donc pour rappel, on avait vu que
deux matrices sont équivalentes par ligne, s'il existe une suite finie d'opérations élémentaires donc ces opérations élémentaires, on a dit, c'est transvection. Transvection, c'est LI devient LI plus lambda LJ. Je rappelle rapidement, donc ça, j'additionne un multiple d'une autre colonne à la ligne LI. Dilatation. Alors quand je fais ça, il faut que I soit différent de J, bien sûr. Et la dilatation, c'est une ligne, je la multiplie par lambda. Et ici, il faut que lambda soit différent de 0. Et transposition. Transposition, c'est échanger de lignes. Donc, rappel des opérations élémentaires. Deux matrices sont équivalentes par ligne s'il existe une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes permettant de passer de l'une à l'autre. D'une matrice à l'autre. Rappel numéro 1. Rappel numéro 2. Si j'appelle A' la matrice obtenue justement après une transformation élémentaire, par exemple après une transvection, et que j'appelle T la matrice de transvection, alors ça je ne reviens pas sur ce qu'est une matrice de transvection, alors A' c'est T fois A, ou ça ici c'est une multiplication matricielle, et ça c'est une matrice de transvection. Autrement dit, pour passer de l'une à l'autre, en fait, on multiplie par une matrice de transformation élémentaire, et on a vu que les matrices de transformation élémentaire étaient des matrices inversibles. On a même donné l'expression de leur inverse à chaque fois dans le cas d'une transvection, d'une dilatation ou d'une transposition. Donc si vous vous en souvenez plus, je vous encourage à revoir ce chapitre, c'était le chapitre donc sur les systèmes linéaires. Permettant de passer d'une matrice à l'autre. Ce qui revient à, alors c'est peut-être un petit peu mal dit, mais en tout cas c'est l'idée, ce qui revient à multiplier par des matrices de transformation élémentaire qui sont des matrices inversibles. Voilà. Donc, deux matrices équivalentes par ligne ont même rang. Et maintenant, donc on va dire ça c'était rappel 1. Rappel 2. C'est le théorème de Gauss-Jordan version matricielle. Soit donc A une matrice quelconque. Alors, il existe une matrice grand E produit de
justement matrice de transformation élémentaire. Et une unique matrice grand R, échelonnée, réduite par ligne. Telle que A égale E fois R. Donc là, le rappel 2, c'est théorème de Gauss-Jordan. Version matricielle. Tel que donc A égale E fois R. Et on avait vu comme définition, dans ce chapitre-là, on pose, alors je vais l'appeler rang tilde, c'est pour dire le rang vu dans le chapitre sur les systèmes linéaires. Rang tilde de A, par définition, c'était le rang de R, et c'était le nombre de pivots de R ou nombre de lignes non nulles. Voilà. Et donc, on vient de voir qu'avec la notion de rang qu'on a vu dans ce chapitre, le rang de A, c'était du coup le rang de R. Donc maintenant, il faut vérifier, pour montrer que c'est égal à ça, que le rang de R au sens de chapitre, c'est le même que le rang de R de ce sens-là. Mais R, c'est une matrice échelonnée réduite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a quelle tête, notre matrice R? Donc il y a un certain nombre de zéros, puis à un moment donné il y a un 1, et le 1 c'est le seul coefficient non nul de la colonne. Puis peut-être qu'ici il y a d'autres, il y a des chiffres, des quantités, voilà, et ici on va avoir un 1 avec que des zéros au-dessus et en dessous. Alors là, c'est étoile et puis point, 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 je ne sais pas combien il y en a. Puis il va y avoir à un moment donné, il va y avoir un autre 1 avec pareil que des zéros. Et là, des quantités voilà, que je sais pas ce qu'il y a. Puis un 1. Etc. Et puis à un moment donné, on va s'arrêter, il va y avoir que des zéros là. Donc là, sur mon exemple, ma matrice, elle a 4 pivots. Donc rappel, une matrice échelonnée réduite, donc c'est une matrice déjà échelonnée, c'est-à-dire si j'ai une ligne qui est nulle, toutes les lignes suivantes sont nulles. Et si j'ai une ligne non nulle, elle commence par strictement plus de 0 que la ligne précédente. Ça, c'est échelonné par ligne. Et réduite, ça veut dire que les pivots sont à 1. Et en plus, les pivots sont les seuls coefficients non nuls de la colonne. Voilà. Donc ça, c'est la tête d'une matrice échelonnée réduite par ligne. Si je cherche le rang de cette matrice, mais le rang au sens de ce chapitre-là, c'est-à-dire la dimension de l'image, ou aussi la dimension du sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes. Ici, les vecteurs colonnes, qu'est-ce que vous remarquez?
si je cherche la dimension du sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes. Ces vecteurs-là, ici, ils forment une famille libre. Ça, c'est facile de le voir, hein. De toute façon, là, j'ai rajouté des zéros, mais si c'était ça, ce serait juste la base canonique de R puissance 4, sur mon exemple. Mais donc ici, ils forment une famille libre. Et en plus, est-ce qu'ils engendrent la totalité des vecteurs colonnes? Oui, parce qu'en fait, en bas, j'ai que des zéros, et donc n'importe quel vecteur ici qui aurait 4 coordonnées serait engendré de toute façon, par cette famille-là. Donc en fait, le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes de R, ça correspond exactement au sous-espace vectoriel engendré par ces vecteurs-là qui forment une famille libre. Donc le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes de grand R, c'est, ici dans mon exemple, c'est 4, et plus généralement, c'est exactement la dimension de ce sous-espace vectoriel, c'est le nombre de pivots de R. Donc le rang de R au sens de chapitre, c'est la même chose que le rang de R au sens du chapitre précédent. Voilà. Donc ici, remarque, on a rang de R égale dimension du sous-espace, je vais faire une phrase, dimension du sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes de R. Et c'est égal, en fait c'est égal à la dimension du sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs 1, 0, que des 0, 0, 1, que des 0, etc. jusqu'à 0, 0, 1, que des 0. Et celui-ci, ici, ça correspond aux colonnes où il y a les vecteurs pivots. Où il y a les pivots, pardon, pas les vecteurs pivots. C'est les vecteurs, ça correspond aux colonnes où il y a les pivots. Ici, colonne de R avec des pivots. Et donc, c'est égal. Vu que cette famille-là, c'est une famille libre, c'est égal au nombre de pivots de R. Donc c'est égal au rang au sens du chapitre précédent. Donc le rang de A, c'était ça d'après la proposition précédente, le fait que le rang il est invariant par multiplication à droite ou à gauche par des matrices inversibles. Et c'est égal, d'après le truc qu'on vient de voir, à ça. Et ça, ici, c'était la définition. Voilà, donc les deux notions de rang, elles coïncident bien. Dernier paragraphe, paragraphe petit 3, un petit complément qui se trouve détaillé dans le polycopier. Donc ici j'ai repris donc l'énoncé principal. Donc si je prends une matrice quelconque à n lignes et p colonnes, alors A est de rang R, avec R un entier supérieur ou égal à 1, si et seulement si A peut s'écrire comme P
fois une certaine matrice ici, que je vais détailler, fois Q, avec P et Q, deux matrices inversibles. Et la matrice qui se trouve là, elle porte un nom, en général on l'appelle J indice R, où R c'est le nombre de 1 que vous voyez ici, et ailleurs il n'y a que des zéros. Donc ici j'ai un bloc, en fait ici j'ai la matrice identité de taille R, et puis j'ai des zéros partout ailleurs, je complète avec des zéros pour avoir une matrice de taille n fois P. Donc si A est de rang R, alors A peut s'écrire comme P fois JR avec le R qui correspond au rang, fois Q. Et inversement, si A peut s'écrire comme ça, alors le rang de A, bah, c'est le nombre de 1 que vous voyez là, ici, c'est R. Alors, la preuve se trouve dans le poli. Il y a un des deux sens qui est évident, c'est le sens indirect. Si A peut s'écrire comme ça, comme on a vu au paragraphe précédent que le rang a été invariant par multiplication à droite et à gauche par une matrice inversible, le rang de A, bah, du coup, c'est le même que le rang de cette matrice-là. Et le rang de cette matrice-là, bah, c'est le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes. C'est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes. Et donc ici, les vecteurs colonnes, ils sont clairement engendrés par cette famille-là qui forme une famille, c'est R évidemment. Voilà, et le sens direct par contre est un peu moins évident. Voilà, il fait intervenir les sous-espaces vectoriels supplémentaires, il fait intervenir un supplémentaire du noyau de A. Voilà, donc vous pouvez aller voir le détail dans le poli. Et comme corollaire de ça, si je calcule le rang de la transposée de A. Transposé d'un produit, vous vous souvenez, c'est produit des transposés à condition que j'inverse l'ordre. Donc ici, si je calcule le rang de la transposée de A, si A s'écrit comme ça, c'est le rang de la transposée, donc il faut que je change l'ordre, c'est transposée de Q fois transposée de JR fois transposée de P, ici. Et ces matrices-là, en fait, sont encore des matrices inversibles. Et cette matrice-là, c'est facile de voir que si je transpose, bah, c'est encore une matrice de rang R. Et donc, c'est égal au final au rang de A. Voilà. Fin de ce paragraphe, un exercice. Donc on pose grand A la matrice en colonne 1, 2, moins 1, 1, 1, 0, 1, moins 1, 2. Et on vous demande de déterminer le noyau, l'image de cette matrice et une base de chacun de ces sous-espaces vectoriels. Voilà, ainsi évidemment que le rang de A que vous déterminerez au passage. Pour terminer, j'avais juste deux petites remarques sur des choses que j'ai utilisées à un moment donné de la vidéo et je vous donne les références des chapitres correspondants. À un moment, j'ai utilisé, même plusieurs fois, le fait que notre matrice A, elle est inversible si et seulement si l'application linéaire canoniquement associée à cette matrice est bijective. Et en fait, ici, j'utilise le fait que une application linéaire est bijective si et seulement si sa matrice est inversible. Il faut aller voir le même chapitre, paragraphe grand 2, sous-paragraphe 2b. Voilà, c'est un résultat qu'on a vu dans ce chapitre. Et deuxième remarque, j'ai utilisé tout à la fin, je viens d'utiliser que le fait que A est inversible si et seulement si sa transposée l'est également. Là, il faut aller voir un petit peu plus en détail le chapitre 8b sur les systèmes linéaires. A est inversible, ça veut dire que A est équivalente à l'identité et s'écrit comme un produit de matrice de transformation élémentaire. Et si je fais la transposée d'un produit de matrice de transformation élémentaire, ça reste encore un produit de matrice de transformation élémentaire. Parce qu'on connaît chaque matrice de transformation élémentaire, il y a 3 types. Et pour chacune de ces matrices, la transposée, c'est encore une matrice de transformation élémentaire. Voilà. Donc j'espère que tout était clair et donc je vous dis à très bientôt.